Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Portable Winch et Ecotone. Alors, bienvenue à l'émission Bête de chasse. Cette semaine, Yves Martineau de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec sera des nôtres. Faut pas oublier Éric Lapointe des Marchands Ecotone qui sera avec nous pour jaser optique. Mais quand on parle optique, je parle pas de lunettes, mais bel et bien de télescopes et jumelles. On aura notre conseil du pro avec Jason Tremblay. Hugues Vaillancourt sera des nôtres pour jaser armes à feu. Il y a aussi notre séquence de chasse de la semaine. Cette semaine, on aura l'occasion de visionner un groupe double qui a lieu sur la réserve de Matane et nos deux gagnants des dépanneurs Sagami, vous allez voir, qui ont fait une job remarquable. Et sur ça, je voulais vous souhaiter une bonne émission. Salut Yves. Bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as retenu sur toutes les recherches que tu as pu faire encore l'automne passé. Bien, ce que je retiens, c'est que les chasseurs, la raison pourquoi ils ont besoin d'avoir un chien de sang, c'est qu'ils visent trop en arrière de la patte. On nous a éduqués à viser en arrière de la patte. Puis quand tu tires en arrière de la patte, le moindrement, bien, tu pognes le fouet ou tu pognes la panse. Fin poumon, fouet, panse. C'est tous des tirs mortels, par contre. Mais ça lui prend un chien de sang pour retrouver sa bête. C'est ça. Mais là, on vient de parler de tir plus à l'arrière, qui est mortel. Si on parle de tir plus haut... Bien, un tir plus haut, souvent, les chasseurs, là, ils vont chasser dans le bois, ils chassent à la chasse fine, ils chassent dans le bois. Ils voient, il y a un orignal à 40 pieds. Quand ils visent à 40 pieds, s'ils visent en plein milieu de la bête, puis qu'ils arrivent 4 pouces plus haut, ils sont dans le chair. Puis pourquoi? Parce qu'à 40 pieds, là, as-tu déjà pratiqué à 40 pieds? Souvent, il ne sait même pas comment sa carabine tire à 40 pieds. Il est ajusté à 300, mais il tire à 40 pieds. S'il arrive un petit peu plus haut, bien, il est dans le chair. Ce qui arrive, c'est qu'à ça du bas, un orignal est mortel. Puis à ça du haut, il ne l'est pas. Donc, il ne faut pas qu'il vise en plein milieu de la bête, il faut qu'il vise le premier tiers du bas. Ça, c'est le centre du poumon. OK, donc c'est pas mortel quand on a juste de la chair. C'est pas mortel. On va en ramasser 1 sur 10 parce que ça a squeezé fort la colonne des fois. Mais je vais vous dire, les chances sont minces de le récupérer. Merci beaucoup, Yves. Nous, de notre côté, on continue. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Donc, c'est ça, cette semaine, on faisait une chasse justement avec les gagnants du tirage des Super Sagami, Christian et Émile. Émile Bolduc, Christian Bolduc. Dans le fond, nous autres, on vient de la baie au Saguenay. Pendant l'été, bien, dans le fond, Christian m'avait appelé une couple de fois. Je voyais qu'il avait hâte que la chasse s'en vienne. Ça fait 1 an qu'on pense à ça à tous les jours, de venir faire notre chasse dans la réserve faunique de Matane. Mais à ce soir, on a une meilleure idée. Là, c'est une idée temporaire. Mais qu'on en revienne, on va avoir vu des traces, on va avoir vu des affaires. On va être plus au courant, tu sais. On va voir ce que c'est qui se passe. Je sais pas si vous en pensez. C'est votre choix aussi. Oui. Pas de stress. On va se voir aller, c'est ça. Voir aller pour ça juste à mesure. C'est ça. Je vais aller dire à Daniel hier, on vient pas pour la laine, mais on vient pour l'expérience. Puis le trip. Ouais, c'est ça. Ça. Premier soir de chasse, on arrive au chalet, on set up nos affaires. On s'en va faire une tournée un peu de prospection en camion, juste pour voir. Puis c'est là qu'on voit, le premier soir, après 30 minutes de camion, un beau buck dans le bûcher. Finalement, la noirceur tombe un peu trop vite. On l'entend qu'on est environ à 200-300 pieds de lui. On décide de retourner au chalet puis de reprendre ça le lendemain matin.
Alors, je suis en présence d'Éric Lapointe, représentant des marchands Ecotone. Éric, cette semaine, on va parler optique et on va parler lunettes de visée. Vraiment. À la base, une lunette de visée, on entend souvent 3, 9, 40. C'est quoi ça? 90 du temps, les gens sont équipés d'un télescope 3, 9, 40. 3, 9, Daniel, les premiers chiffres, c'est le facteur de grossissement. Alors, de 3 à 9 Oui. fois, et 40, l'ouverture. Ici, là. Oui, l'entrée de lumière. OK. Alors, à partir de là, 90 des gens sont équipés de ce télescope. Mais, tu sais, on parle de 40 ici. Mais Oui. si on va dans le plus gros, on parle de 50. Ici, on a un 50 mm. Oui. Ce qui veut dire qu'on a une entrée de lumière supérieure. Oui. Et notre télescope fait quoi? Notre télescope est beaucoup plus clair. Le télescope est plus clair. Au niveau du facteur de grossissement, c'est le même. Un 3-9, une pénétration de lumière qui est plus intéressante. Cependant, la partie avant, qui est surdimensionnée, Oui. au niveau de la carabine et de l'épaulement, va amener une position de tir qui est moins naturelle pour certains chasseurs ou certaines chasseuses. Il faut savoir qu'on voit certaines carabines sur le marché qui ont un ajustement au niveau de la joue. On appelle ça un cheek rest. Et souvent, quand on va dans des dimensions comme celui-là, on gagne de la lumière. Mais au niveau de l'épaulement, c'est très important d'avoir les bonnes montures et puis de prendre des bonnes séquences de tir. Il faut que je te conte quelque chose. C'est sûr qu'on accompagne beaucoup de jeunes, OK? Ça nous est arrivé quelques fois. Le chasseur arrive, il dit « Dan, je vois juste du poil. » C'est par rapport à quoi, ça? Oui, au niveau du poil, là, il y a quelques facteurs, sincèrement, Daniel. Il peut avoir une proximité au niveau de la lentille. Oui. Ton chasseur est un peu nerveux, va s'approcher beaucoup. C'est important. Un bon télescope, là, une palette de dégagement, une palette de casquettes de dégagement, c'est-à-dire qu'on épaule, on voit. Et lorsqu'on voit juste du poil, on peut être à x9 Oui. ou on peut être à x3, mais on a un télescope de moins bonne qualité. Maintenant, les techniques de chasse, vous nous le démontrez, il y a beaucoup de proximité, de moins en moins sédentaire. Et je veux te parler d'un télescope qui est plus minimaliste, qui a un facteur de grossissement de 1 à 4. Wow! Alors, c'est vraiment très intéressant au niveau de la dimension. Oui. Très ajustable. Un tube de 30 mm qui va laisser pénétrer beaucoup de lumière. Et c'est très intéressant. 1 à 4, tu cherches pas longtemps ton fameux trou avec du noir. Tu trouves beaucoup plus rapidement parce que c'est pas vrai que c'est tous les chasseurs qui vont tirer à 1000 pieds. On le sait très bien. C'est en plein ça. Donc, on choisit un télescope en fonction de certains facteurs. Tout à fait. L'endroit où est-ce qu'on chasse? Est-ce qu'on chasse à longue distance ou à courte distance? Oui. Donc, ces facteurs-là sont importants. Puis, justement, on va inviter nos gens à aller visiter les marchands Ecotone pour en savoir plus sur les lunettes de visée. Le lendemain matin, on se réveille, les gars sont craqués bien dur, ils n'ont quasiment pas dormi de la nuit. Ils avaient rien que pensé, on va-tu pogner l'orignal, on va-tu le pogner, on va-tu le pogner? Elle était longue parce qu'on a eu de la misère à s'endormir un peu, là. On pensait rien qu'à ça. Puis, écoute, on rentre dans le coude de bois, je m'en vais tranquillement. On s'était arrêté quasiment 2 km avant avec le camion pour être certain de rien déranger. Jason fait des petits calls, il fait comme si un orignal le mangerait. On l'observe, nous autres, on trouve ça capoté, faire de la chasse fine comme ça. Un moment donné, je dis une réponse, tabarouette. Fait que là, le buck se met à caler, puis à caler, puis à caler. Cette semaine, au Conseil du Pro, on reçoit le spécialiste Jason Tremblay. Salut, Jason. Salut, Dan. La capsule précédente, on a parlé de comportement agressif. Cette semaine, je veux que tu développes vraiment le comportement séduction. Alors, je te laisse aller avec ce comportement-là. Parfait, Daniel. Écoute, j'ai mis un petit vidéo justement pour comprendre. Premièrement, on vient de voir, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais l'orignal vient de se licher le nez. OK? Se licher le nez pour un orignal, ça veut dire quoi? OK? On le sait, l'orignal a quand même un assez gros nez, mais pour l'aider à sentir, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se mouillent le nez pour que les molécules d'odeur collent
après la salive, OK? Puis ça les aide à sentir. Les orignaux curieux, les orignaux qui approchent des femelles, ils se lichent tout le temps, constamment, le nez, OK? Ça, c'est une différence, justement, avec un orignal qui vient séduire et un orignal, justement, qui vient pour se battre. Quand il vient pour se battre, il n'est pas en train d'arrêter pour prendre le temps de se licher le nez, OK? Se licher le nez, là, quand on est chasseur, là, ça est très, très, très positif, OK? Quand vous voyez ça, cassez-vous pas la tête, là. Vous êtes certain qu'il va avancer. Okay? Ça, là, c'est le meilleur signe qu'il n'y a pas pour le savoir. Il s'en vient, il va avancer. Puis normalement, c'est juste avant de partir. Là, il est planté là, il est planté là. Lui, dans sa tête, il se dit, je vais avancer vers la femelle. Juste avant d'avancer, il se liche le nez, puis là, il part en avançant. Après ça, on le voit s'en venir. Qu'est-ce qu'on remarque? Les pattes bien molles, OK? Les oreilles en l'air, les yeux bien noirs, OK? Là, on ne l'entend pas. Mais un orignal qui approche sur un son de femelle, OK, il va toujours nous donner des réponses, des petits sons bien clairs, des belles petites réponses en rond, des sons de séduction, un genre de... qui ait 20 pouces, 30 pouces, 60 pouces, ça va être le même son. On a tout le temps tendance à penser que le gros mâle va avoir un son... Non. Il se parle, c'est comme des genres de petits sons sociaux, des sons amicaux, des sons justement pour séduire les femelles, leur montrer une présence quand ils les approchent. Donc, on voit le mâle qui s'en vient. C'est comme ça pour toutes les situations. Si le gars est capable de déceler un comportement de même, c'est que l'orignal est en confiance. Bien, c'est en plein ça. Puis, tu sais, nous autres, ce qui est le fun aussi, c'est que quand tu le vois, l'orignal, en tant que chasseur, là, ben, si tu vois qu'il a deux oreilles dans les airs, il est bien mollo, puis tout, allez pas ajouter du panache puis tout ça, gardez-les comme ça, allez-y avec des petites choses bien simples. Okay? C'est ça qui va faire que ça va marcher. Allez pas tout jeter quand c'est pas le temps, gardez ça, là. Il vient sa femelle, gardez ça comme ça. Il y en a des fois, il se liche le nez, vous me sentir non, pas en tout. C'est bon signe, il s'en vient vers vous. C'est des petites choses à apprendre, mais ça donne vraiment des bons trucs. Là, absolument. Des bons... Merci beaucoup, Jason. De notre côté, on continue avec Bête de chasse. Alors, cette semaine, à notre chronique Armes et munitions, on a notre spécialiste Hugues Vaillancourt. Écoute, j'aimerais qu'on jase de matériaux pour la fabrication d'armes à feu. Donc, je pense que tu es un spécialiste. J'aimerais ça que tu nous décortiques ça un petit peu, s'il te plaît. Parfait. Alors, si on débute avec l'action, oui. On a des actions en acier, comme c'est toujours fait dans le passé. On en a vu aussi en stainless, qui a l'avantage d'être moins corrosif. Pour le reste, c'est à peu près la même chose. Et on a aussi le titanium. Le titanium, c'est un gros avantage, c'est la légèreté, environ une demi-livre de plus léger qu'une action en stainless ou en acier. Mais le désavantage, je pense que... Ça va dans le prix. C'est le prix. C'est l'usinabilité beaucoup plus difficile à faire et le prix de la matière première plus dispendieux aussi. Donc, il y a une grosse écart dans le prix entre une action en titanium et en acier stainless. Maintenant, si on parle canon. Beaucoup de gens pensent que quand on parle carbone, que le canon est fait en carbone au complet. J'aimerais ça que tu nous expliques ça. C'est ça. Ça, c'est une fausse croyance, exactement. Oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un même canon en stainless ou acier standard qu'on vient dégrossir pour enlever du poids. Et puis, pour compenser la rigidité, on va venir mettre un revêtement au carbone pour additionner, pour venir une grosseur comme celle-ci, pour garder la même rigidité que le canon en stainless. Alors, on a un avantage d'un canon plus léger, qui a quand même un beau look, mais qui est un petit peu plus dispendieux à produire aussi. Aussi. Est-ce que côté chaleur, quand on tire de nombreux coups, c'est un avantage? Oui. Le carbone va dissiper la chaleur plus rapidement qu'un canon en stainless. OK. Maintenant, si on va vers le côté crosse. Alors, les crosses, on est habitué, hein? On a la crosse en bois, oui. Qui est super noble, un beau look. Par contre, elle peut, avec la température, l'humidité, elle peut jouer, varier. Alors, c'est important au niveau de l'appui avec le canon. Si les deux se touchent ensemble, on perd beaucoup de précision. Oui. Il y a le côté look. On a la crosse en plastique, qui ne bouge pas, qui est inerte, qui est légère aussi, mais qui est un petit peu moins rigide. Hein? C'est du plastique, c'est plus mou, ça peut toucher au canon au moment du tir, mais qui n'est pas dispendieux. On a les crosses en carbone, où ce que là, on a la rigidité,
le look, ça bouge pas. Ça a pas mal toutes les qualités, mais par contre, un peu plus dispendieux à produire. Puis c'est pas le même visuel que la crosse en bois non plus. Absolument. Mais je pense que les gens sont capables de voir les différences, puis sont capables de choisir exactement qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme arme. Donc, les choix sont là. Donc, c'est au choix du chasseur après, là. Exactement. Merci beaucoup, Hugues. De notre côté, on continue avec Bête de chasse. Les bêtes de chasse, c'est malade! C'est malade! Je vais tirer mon garçon live, même. Yes. Yes, yes, yes. Incroyable. Débile. C'est débile. Mais c'était... On va se rappeler de ça tous nos jours, là. Moi, ce qui m'a impressionné le plus aussi, là, c'est la façon dont travaille l'orignal. Des fois, on a tendance à vraiment être trop fort. Puis c'est là qu'on a vu qu'on n'a pas besoin d'en mettre tant que ça pour que ça réagisse sur une bête. Et c'est comme Christian me disait, il dit c'était mon rêve de faire une chasse de même. Puis écoute, je suis bien content, j'ai vu l'émotion de ces gars-là qui aujourd'hui, c'était vraiment trippant, donc yes. L'été dernier, j'ai eu la chance d'essayer un pick-up que j'avais jamais essayé. On parle d'un Chevrolet Silverado 1500 turbo diesel. Mon choix personnel s'est arrêté sur le modèle RST. RST, c'est pour Rally Sport Truck. C'est un véhicule très, très performant en forêt. Ce que j'ai ajouté, c'est l'option Z71. Ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter des plaques sous mon véhicule. C'est des plaques de protection. Donc, toutes les petites roches qui revolent, j'ai pas de danger de briser ma mécanique. Ensuite de ça, c'est que j'ai une suspension qui est renforcée. Personnellement, sur le terrain, ce que j'ai remarqué, le véhicule va être moins tendance à rebondir après une bosse. Il va vraiment reprendre sa place. On sait, dans les chemins forestiers, il y a souvent ce qu'on appelle la planche à laver. Notre véhicule a tendance à être déporté. Mais avec mon Z71, je peux vous dire que ça tient la route. Ce qui est plaisant aussi avec l'option, c'est qu'on va avoir un différentiel qui est auto-bloquant. Quand je vais mettre mon bateau dans la rampe de mise à l'eau, je rembarque mon bateau, je veux sortir, ça va monter tout de suite. Même en forêt, quand on est pris des fois juste dans un petit trou de boîte, le différentiel va faire le travail, il va nous sortir de pétrin. On retourne dans l'action. On vient faire une chasse avec les Gognans dans la tournée de TFCP et faire un film. Il faut savoir, c'est une zone qui est extrêmement bûchée. Bonjour, je m'appelle Mario Clavel. Je viens de Fermeneuve, dans le coin de Mont-Laurier. Je suis venu ici grâce au tirage qu'il y a eu dans les tournées de films chasse à pêche. Un voyage que j'ai toujours rêvé de faire, mais que j'ai jamais pris le temps de faire. Fait que premier soir de chasse, écoute, c'est prospection, on cherche les pistes, les traces. À un moment donné, je trouve un beau spot. Essayer de faire une petite séance encore dans la fin de journée. Pas de réponse, c'est tranquille, vraiment tranquille. Le lendemain matin, on se dit... moi, je me suis dit, il y avait eu beaucoup de pistes quand même dans ce coin-là. Je pense qu'on va aller refaire un tour de ce secteur-là.
On a parti à pied dans le chemin, on montait, puis Dan, il faisait du rattling un peu, puis il voulait s'en aller où est-ce qu'il y avait collé le soir. Comme on veut prendre le bûcher pour aller pogner à la couette dans notre face. Des palettes. Des palettes dans le bûcher. Oui, je suis content de travailler parce que je me dis, bien franchement, j'avais confiance, mais pas plus qu'il faut. Là. On n'en voyait pas gros. Hier, on n'a pas vu. Mais là... C'était fou, raide. Ça a été inusité, là. On s'attendait vraiment pas à avoir ce boc-là comme ça live à matin. C'est bon. Check ça, pas mal de fun, hein? Je suis content. Ouais. Quand il y a des vieilles palettes. Des belles palettes brunes. Ouais. Brun, comme ça, brun, il paraît brun de même. Tu vois les veines là-dedans. Là, t'es servi, mon chum. Je peux pas demander mieux, mon Dan. Je suis content de mon boc, puis je suis content de mon séjour de chasse. Ça, c'est au-delà de mes espérances, un voyage comme ça. C'était super. Alors, c'est tout pour notre émission de cette semaine. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. C'est très important pour nous. Mais surtout, soyez des bêtes de chasse. L'émission Bêtes de chasse a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les produits Extrême CG. Les armes Antler. Et les débroussailleuses BeaverTech. Des bêtes de chasse, des malades! Des malades!